Salutations voyageurs et voyageuses, au singulier. Bienvenue dans le 10e ADM, celui qui était annoncé depuis le début de cette chaîne. Une chronique sur un animé, celui qui a vu naître une passion, et qui reste encore aujourd'hui mon univers préféré, toute œuvre audiovisuelle confondue, jeux vidéo inclus. Tout d'abord, préparons le terrain, et non, je ne serai pas du tout objectif, j'ai jamais été d'ailleurs. Il s'agit d'un univers qui a vu également émerger un film. Tout va bien, plus tard mon ami, plus tard. Une autre série que je ne considère personnellement pas comme une suite mais plus comme un spin-off, Legend of Korra, dont nous parlerons également, ainsi que moult BD. Cet ADM sera donc en 3 parties, une sur la série Le Dernier Maître de l'Air, une autre sur le film live et la dernière sur la légende de Korra par rapport au Dernier Maître de l'Air. Le but des ADM étant de partager des animés que j'aime tout particulièrement, je ferai en sorte dans cette vidéo de ne pas trop spoiler afin de convertir ceux qui ne l'ont pas encore vu et de vous encourager à aller le voir. Bien sûr, s'agissant de mon show télé préféré, les autres vidéos qui suivront seront full spoil et je pourrai parler bien plus en profondeur de cet univers que j'adore. Cette vidéo est donc une préquelle ou une introduction pour les non-initiés que j'ai tendance à appeler les moldus. Les suivantes, dont celle sur le film et Korra, seront full spoil, donc je vous encourage après cette vidéo à regarder ces 2 séries ainsi que cette sombre merde qu'est ce film si vous ne voulez pas être perdu pour la suite. Et sur ce, plongeons dans ce merveilleux univers chatoyant des feux de la guerre. Avatar, le dernier maître de l'air, ce fut littéralement ma première expérience de fan de quelque chose, enfant errant de l'an 2006, découvrant Avatar et Naruto en même temps et découvrant par là même une passion inconnue ainsi que les pseudos sur MSN, mais je m'égare. Soyons clairs, cet animé est littéralement mon Dragon Ball à moi et le seul univers que je pourrais te décrire n'importe quand entièrement dans les moindres détails et en une seule fois. Des plus éminents personnages aux maîtrises les plus inconnues même pour ceux se disant fans de cet animé. Ouais, à ce point-là. Avatar donc vous racontera l'histoire de Aang, qui est l'avatar, c'est-à-dire celui qui maîtrise les 4 éléments. L'histoire prend place dans un univers extrêmement solide, au début très semblable au nôtre d'un point de vue des environnements et du bestiaire, avec quelques éléments fantastiques pour ensuite s'agrandir et s'étoffer au fur et à mesure de la série. Avec une forte empreinte de plusieurs contes et légendes asiatiques, mais vous les raconter tout ici serait gâcher le plaisir de la découverte. Mais promis, on en parlera. Mais passons, c'est parti pour le résumé foireux des premiers épisodes. Toi, je vais te faire du mal. Dans cet univers, il y a majoritairement des gens normaux qui vivent leur vie normalement répartis dans le monde, mais parmi eux existent ceux que l'on appelle des maîtres, qui ont la capacité de maîtriser un et un seul élément qui leur sera propre, et généralement en lien avec leur environnement. Il existe donc 4 grandes maîtrises principales, à savoir l'air, l'eau, le feu et la terre. Ensuite, les spécifications des grands maîtres qui ont développé leur art à un tel niveau que de nouveaux aspects s'ajoutent à leur maîtrise. Comme par exemple la maîtrise de la foudre que l'on découvre assez rapidement pour les plus éminents maîtres du feu. Ainsi que bien d'autres, mais ce serait vous spoiler. Au centre de tout ça, il y a l'avatar, un être capable de maîtriser tous les éléments et étant la passerelle entre le monde spirituel et le monde matériel. Il ne peut y avoir qu'un seul avatar à la fois car celui-ci se réincarne à chaque mort, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Le but de l'avatar est d'apporter l'équilibre du fait de ses pouvoirs incroyablement puissants, limite invincibles pour certains avatars passés. C'est-à-dire que s'il y a un problème, genre un tyran qui veut dominer le monde, t'en fais pas qu'il sera réglé. L'avatar change de bord à chaque réincarnation suivant un cycle défini, c'est-à-dire qu'il naîtra d'une maîtrise différente à chaque fois. Naissant chez les maîtres du feu, ensuite ceux de l'air, l'eau, la terre et ainsi de suite. Mais comme dit dans le générique, un beau jour, l'avatar disparut. Voyant que personne n'était en mesure de l'arrêter, le seigneur de la nation du feu se dit un beau jour que ce serait bien si on dominait tous les autres, non? Et il lança une invasion massive des autres nations, conquérant village après village, cité après cité et pays après pays. Le monde fut plongé dans une guerre totalement dominée par la nation du feu pendant plus de 100 ans, et aucun avatar à l'horizon. Sauf qu'un jour, Katara et Sokka de la tribu de l'eau du sud tombent sur un énorme bloc de glace. À l'intérieur, un enfant avec une grosse bébête poilue qui vole, ainsi qu'un énorme rayon de lumière annonçant son arrivée. Et il s'agit à la surprise générale d'un maître de l'air. Aang expliquant qu'après avoir pris conscience de son rang et des énormes responsabilités pesant sur lui à un si jeune âge, il décida de fuguer et fut pris dans une tempête. Une réaction réflexe l'a fait passer en état d'avatar qui est littéralement un god mode pour lui sauver la vie en plein océan en se protégeant en stase dans une immense bulle de glace. Pendant plus de 100 ans. Sauf que ça, il ne le sait pas. En effet, le précédent avatar étant né chez les maîtres du feu, le prochain allait forcément naître chez les nomades de l'air. Et donc le seigneur du feu local s'est dit, et si on génocidait intégralement tous les maîtres de l'air pour que l'avatar ne puisse pas renaître? Super idée, lui firent ses généraux, exterminant tous les chauves. Mais comme ils sont consciencieux, si jamais il y a un avatar qui renaît quelque part, quelques escadrons sont tout de même mobilisés pour l'arrêter rapidement. C'est ainsi que l'on fait la connaissance de Zuko et d'un des meilleurs personnages de la série, à savoir le général Iroh, ou Hiro en VF. La quête principale de Aang sera donc de trouver des maîtres pour lui enseigner les autres maîtrises car il ne connaît que l'air dans son état. Il devra donc trouver des maîtres de chaque élément dans un monde en guerre interdisant toute autre maîtrise que celle du feu. Si vous êtes surpris à faire ne serait-ce que de la poterie, hop hop hop, go prison enfoiré. Sachant que Aang, du fait de son arrivée pas du tout subtile, le grand laser suivi de l'illumination des salles de temple dédiées aux avatars aux 4 coins du monde, on a vu mieux comme camouflage, il sera traqué sans relâche principalement par Zuko, bien déterminé à retrouver son honneur perdu. Bon, voici en gros la base de l'histoire. Celle-ci se compose en différentes saisons, livre 1 l'eau, livre 2 la terre, livre 3 le feu. On suivra donc ce petit groupe qui s'agrandira au fur et à mesure de personnages tous extrêmement attachants et intéressants à travers le monde pour aider Aang à accomplir sa destinée.
Donc pourquoi cet animé est génial? Tout d'abord, il s'agit d'une série diffusée sur Nickelodeon. Autrement dit, de 1, comme pour Wakfu, c'est pensé pour la télé et le public cible, c'est les jeunes ados, du moins au début. Même si Nickelodeon est tout de même une chaîne qui diffuse des productions animées bien plus tout public que véritablement enfant, c'est pas comme Wakfu qui devait être diffusé entre Titeuf et Shaun le Mouton. Bref, malgré un rayonnement télé, l'animé est incroyablement bon et agréable à suivre quel que soit l'âge. C'est encore un des seuls shows que je peux regarder plusieurs fois d'affilée sans jamais m'en lasser, à noter que je fais très peu ce genre de choses, faut vraiment qu'un animé me plaise particulièrement pour que je le revoie plusieurs fois dans la même année. Surtout que dans le cas d'Avatar, il y a 61 épisodes. Principal atout selon moi, l'univers. Cet univers est incroyable, la manipulation des éléments amène énormément d'idées. Dans les architectures, les environnements et les combats. Et quels combats! C'est simple, chaque combat est mieux que le précédent, ils sont tous super satisfaisants à voir. Les mouvements des différentes maîtrises sont non seulement cohérents, c'est-à-dire qu'une même suite de mouvements produira le même effet sur l'élément en question, mais chaque mouvement des corps est en parfaite harmonie avec l'élément en question, et les plus satisfaisants selon moi, ce sont les maîtres de la terre. Ici on est sur des mouvements bruts, solides, avec des impacts répétés sur le sol et de la puissance au bout des phalanges. En même temps, pas étonnant, toutes les maîtrises sont issues de véritables arts martiaux. Et les combats avec de grands maîtres de la terre au centre sont juste super agréables et satisfaisants. C'est bien simple, t'en prends toujours plein les yeux, les mecs ont un concept sans aucune limite et ils l'exploitent. Et découvrir tous les aspects de la maîtrise des éléments au fil des épisodes est juste un bonheur. En plus du côté spirituel qui s'installe petit à petit avec la découverte de certaines légendes, certains aspects profonds de la maîtrise élémentaire, qui se retrouvent très souvent liés à celle des émotions, ajouter à cela des aspects réellement profonds et inattendus dans une production, je le rappelle, diffusée chez les enfants. Il n'y a que très peu de personnages vraiment gentils ou vraiment méchants et ces concepts de bien ou de mal ne sont pas amenés de façon abstraite avec des réflexions inutiles mais via des situations où des personnages doivent faire des choix. Des choix concernant l'amour, la haine, la mort, le pouvoir et j'en passe. Et certaines situations sont littéralement sublimées par l'animation ou la bande-son. Plusieurs fois dans la série, notamment au moment des planifications de guerre, il m'est arrivé de me demander si je suivais vraiment un dessin animé. Tant certaines scènes ont une intensité et une maturité qui ne peut pas vraiment être comprise par un enfant. Et ça, pour une production télé américaine sur une chaîne ayant l'habitude des séries sans réelle continuité, bravo. Juste bravo. D'ailleurs, il y a un détail concernant cet aspect qui peut rebuter certains au départ de la série. Les premiers épisodes ayant tout de même leur part de sérieux, on parle quand même de génocide, de déportation et de tyrannie, au passage notez la petite inspiration du monde réel sur ce point, les premiers épisodes sont, et je dois bien le reconnaître, assez gamins dans l'ensemble et franchement moches. C'est une série de 2005, le début de la saison 1 a un peu vieilli, surtout au niveau du tout premier combat qui est franchement ridicule quand tu le compares à n'importe quelle autre scène des saisons suivantes. C'est bien simple, la série commence son ascension à partir de la moitié de la saison 1, cela dit, c'est loin d'être irregardable ou chiant, c'est juste daté et pensé pour un public cible de pré-ados. Mais pour les pré-ados de 2005, pas pour ceux aujourd'hui qui sont abonnés à un Panda Moqueur, tu vois. Et la série prend ce temps de quelques épisodes pour prendre ses marques. C'est un peu une version bêta de la suite, les idées sont là, l'univers est présent, mais en moins beau et en moins libre. Car venant des réalisateurs eux-mêmes, cette première saison était compliquée pour eux, dans le sens où n'ayant pas encore de fanbase, ils étaient sous la contrainte des normes en vigueur sur ce genre de chaîne. Mais les mecs n'ont juste eu les mains complètement libres qu'à partir de la saison 2, où là, tous les aspects un peu sérieux ont été assumés et renforcés et le budget débloqué pour les scènes formidablement jouissives, tout en gardant une grande part de fun dans l'aventure. Et c'est vraiment à partir de la saison 2 que l'animé prend toute sa profondeur et son impact, les vrais bails commencent, surtout au niveau de la guerre. La saison 1 est tout de même sympa à suivre, on y pose quelques bases du background général et les épisodes sont en grande partie fun. Ce comté est conservé dans la suite, mais quand les auteurs sont complètement libres, on a le droit à quelques épisodes réellement intenses et sérieux. D'ailleurs, ayant personnellement regardé la série entièrement en VF à l'époque, je tiens à vous prévenir que les comédiens, comment dire, au début c'est limite parodique, surtout la doubleuse Dawn qui vraiment prend ses marques avec des scènes littéralement lues. Mais le doublage VF devient vraiment bon à partir de l'épisode 7. Et en règle générale, les VF des productions américaines sont vraiment bonnes. Pour les animés japonais, c'est autre chose vu que les japonais ont un jeu vraiment difficile à retranscrire dans notre langue. Mais honnêtement, cette VF est bonne. Du moins à partir de l'épisode 7, parce qu'avant je me suis marré 2-3 fois tellement c'était naze. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a 3 choses qu'un dessin animé jeune public ne peut pas montrer explicitement, le sang, l'amour et la mort. Ici, tout ça existe sans qu'il n'y ait besoin d'explicitement tout le temps le montrer, notamment la mort parce que le gros du génocide a été fait avant le premier épisode. Ici, on est clairement sur une série avec beaucoup de niveaux de lecture, avec notamment des références assez poussées. Je parlais un peu plus tôt du côté spirituel et des différentes légendes asiatiques, et c'est pas des blagues quand je dis qu'absolument tout ce qui est montré prend racine dans nos mythes et légendes de notre monde à nous. Et parfois c'est réellement évident, il y a d'ailleurs pas mal de références à la pop culture de l'époque de diffusion, notamment certains fillers qui reprennent littéralement des scènes d'animé, mais parfois tu peux avoir des références subtiles et assez poussées qui t'apprennent réellement des choses et t'ouvrent sur des choses que jamais t'aurais eu l'idée de découvrir. Et surtout, la cohérence de tout ça. C'est bien simple, c'est un univers foisonnant et riche, et à aucun moment quelque chose te saute aux yeux et te sort du délire. T'embarques dans cet univers à l'épisode 1 et t'en ressors tristement à l'épisode 61, regrettant ces personnages que tu as suivis et aimés pendant cette aventure, avec lesquels tu as partagé des émotions, triste que ce soit déjà fini. Que vous dire de plus? Je sais pas si ça se sent que je me contiens pour ne pas vous en parler de long en large et en travers, mais essayer de vous faire comprendre l'affection que j'ai pour cet animé et cet univers sans spoiler, c'est assez compliqué pour un fan hardcore tel que moi.
Que vous dire de plus sinon de regarder cette série? Il est vrai que pour certains ça serait comme pour leur dire de regarder Dragon Ball aujourd'hui. Une grande partie de l'affection que moi et beaucoup d'autres ont pour Avatar vient du fait de l'avoir découvert à sa sortie, étant enfant ou préado. Et c'est un peu le syndrome de DBZ aujourd'hui. Syndrome qui me touche également, n'ayant pas grandi avec Dragon Ball, je ne suis pas plus fan que ça de cet univers, mais je comprends qu'on le soit au point de ne pas voir ses défauts évidents et d'être totalement fan. Là c'est pareil, je sais très bien que beaucoup de ceux qui découvriront l'anime aujourd'hui ne seront pas aussi fans que tous ceux l'ayant découvert à son époque. Chose intéressante, la majorité de la fanbase est anglophone, cette série ayant eu un solide impact aux États-Unis et il y a encore des vidéos réactions des épisodes qui sortent aujourd'hui. Pour une série télé qui a plus de 10 ans, c'est dire. Mais à ma grande surprise, on est plutôt nombreux en France à être fans de cette série. C'est peut-être ça, être fan de quelque chose, en profiter un maximum et le partager, pouvoir en débattre toute la nuit avec d'autres fans et laisser passer leur chemin, ceux n'ayant pas accroché. Le tout dans le calme et sans agressivité. Par contre, les débats entre fans sur les points de divergence, on sort les calèches comme à Marseille et on débat comme des politiciens. Oui, car on est tous fans au fond, mais il y a des choses que je peux pas laisser passer. Car même si nous serons d'accord sur beaucoup de choses de ce formidable univers, est apparu horreur et blasphème. Dont Legend of Korra, une série se revendiquant comme suite qui a certes plu à beaucoup, mais qui en a énervé certains, dont je fais partie. Cette guerre va donc commencer. Mais avant, il y a une chose sur laquelle entre fans on est évidemment tous d'accord. Attendez. Quoi? Non, pas possible. Injustement critiqué?